Bienvenue à l'Assistant Coach, podcast de la NFL. Je suis accompagné de Marc-André Morisseau et moi, c'est Julien Gagnon. Bonsoir, Julien. Comment ça va? Ça va super bien, puis toi? Hey, ça va vraiment bien. Cool. Honnêtement, là, je te dirais, là, pour les fans de football, là, beaucoup de drame en fin de semaine. Je pense que c'est la plus belle semaine de l'année. Beaucoup Sérieusement, de là. jeux spectaculaires. Incroyable. Honnêtement, c'est une belle semaine. Oui. Beaucoup de surprises, mais comme on s'est déjà dit, il ne faut pas être surpris des surprises. C'est la NFL, c'est des professionnels, il y a toutes sortes de revirements qui se créent. Et parlant là, de revirements ou de matchs vraiment exceptionnels et divertissants, parlons de ton match, ton devoir de match. Mon devoir de match. Oui, parlons de ton devoir de match. Les Lions ont gagné 31-30 contre les Bears dans un match haut en couleur. Parle-moi de ça. De quoi tu as envie de me parler au début? Ben, au début, je tiens à dire que Chicago perd sur un extra point raté, là. C'est quand même triste de voir ça. C'est quand même drôle parce que Chicago, qui avait une si bonne défensive en début de saison, là, on dirait depuis le réveil de Justin Fields, qui ont ajusté leur attaque à Justin Fields, c'est comme si là, la défensive n'est plus capable de faire de stop. Là, a donné 31 points à Détroit. Je te relance d'abord. Vas-y. Tu parles de la défensive. Il y a quand même 3 niveaux à la défensive. Ils ont échangé, dans le fond, 2 joueurs clés en défense, un defensive end et un linebacker, un middle linebacker. Donc, dans le fond, est-ce que tu penses qu'ils n'ont pas été capables de mettre autant de pression sur Goff ce match-ci, ce qui explique les 31 points de l'attaque, ou c'est vraiment la course qui a traversé? Qu'est-ce qui a fonctionné? Est-ce que c'est la passe ou la course? C'est vraiment ou les deux pour les Lions? C'est vraiment la passe parce que la course, ni Williams ni DeAndre Swift a connu de très bons matchs. Tu sais, DeAndre Swift a juste 6 verges au sol. Là. Fait que tu sais, 6 verges en 6 courses. Puis Jamal Williams, 59 verges en 16 courses. Fait que tu sais, c'est même pas... Ils ont bien muselé. Fait que tu sais, par la course, tu sais, les Bears ont fait le travail. C'est vraiment par la passe que Jared Goff a fait le travail. Puis c'est sûr qu'il y a eu un pick six aussi des Lions qui ont eu 7 points là-dessus aussi. Fait que tu sais, c'est pas nécessairement de la faute à la défensive que les Bears ont perdu ce match-là. Détroit a quand même de bons éléments. En début de saison, ça restait que cette attaque-là des Lions avait la meilleure attaque presque de l'histoire de la NFL là, après 4-5 matchs. Là. En fait, juste pour rectifier le tir, c'est que la statistique sur laquelle on se base, c'est le nombre de points produits après 4 matchs. Oui. Il y en avait 141 après 4 matchs. Donc, en moyenne, c'est 35 points par match. Donc, c'est quand même exceptionnel. Là. Exact. Fait que c'est sûr que quand on parle de la meilleure attaque, il faut juste parler, c'est pas en termes de verges ou en termes de points, course, ça fait bien préciser. c'est vraiment en termes de points produits. Mais les points produits, c'est aussi la défensive qui en produisait, les unités spéciales. Donc, c'est pas toute l'attaque, mais c'est quand même que les Lions marquaient énormément de points à chaque semaine. Oui. Donc, 31, ils retrouvent leur moyenne de début de saison. On parlait d'une attaque haute en couleur, avec des résultats qui ne reflétaient pas le niveau d'implication de l'équipe, mais beaucoup de blessures. Et là, dans le fond, de ce que j'ai compris, ils étaient quand même en santé, les Lions, pour ce match-ci. Donc, beaucoup les armes habituelles à l'attaque étaient là. Swift, même s'il a juste eu 6 courses, il revient. Il a été blessé au courant de la saison. Là, ça fait quelques semaines qu'il vient un peu, mais il est habillé, mais il n'est pas tant impliqué dans le match. On ne l'a pas vu beaucoup dans ce match-là, DeAndre Swift. Fait que, quand lui va revenir, Amon-Ra St. Brown a été blessé aussi. Il avait connu 2 très, très bons matchs en début de saison. Il était un peu plus absent. Il était un peu plus absent dans les matchs. Il s'était blessé. Là, un autre bon match d'Amon-Ra St. Brown. 10 attrapés, 119 verges pour lui dans ce match-là. Vraiment le receveur numéro 1. Est-ce qu'il y a un touché aussi ou non, juste les verges? Pas de touché, juste 119 verges. Il n'y a pas de touché dans le match. C'est vraiment lui l'arme numéro 1 en attaque des Lions. Surtout qu'ils ont échangé Hawkinson aux Vikings il y a 2 semaines à la date limite. Oui, j'allais t'en parler. Est-ce que le tight end qui le remplace un le impact tight end, ou ça paraît pas beaucoup? Je me souviens plus de son nom. Je sais que c'est numéro 89. J'ai son... je vais essayer de trouver son nom. C'est Tom Kennedy. Tom Kennedy qui le remplace, qui est le tight end non, celui, non, je m'excuse, je me suis trompé de nom. Donnez-moi 2 petites secondes. C'est pas ça que je vais finir par y arriver. C'est le numéro... Il faut juste que je trouve c'est qui le numéro 89 je tiens à dire de Détroit. que depuis le début, on fait très peu de montage, donc tous ces balbutiements-là vont rester à l'épisode. Donc, vous allez pouvoir voir tout ce temps d'attente-là, cette espèce d'angoisse qui se crée de Marc qui scroll, qui trouve la statistique puis le nom.
Donc, je pense qu'on est rendu, là, c'est ça? Je l'ai-tu? Je sais même pas si je l'ai. C'est excellent. Ah, c'est ça. Brock Wright, merci. Brock Wright, le numéro 89. Okay. En fait, c'est ça. Il y a un touché. Fait que voilà. Fait que, tu sais, il y a quand même eu un impact sur le match parce que c'est lui qui a un touché. Dans le fond, c'est lui qui a le seul touché par la passe des Lions. Il y a une réception sur un target, une passe de 2 verges, un touché. C'est ça, exact. Fait que, c'est une grosse statistique, mais il en demeure pas moins que c'est lui qui a le touché. Fait que, tu sais, je me dis, il y a quand même eu un impact sur le match vu qu'il a le touché. Mais sinon, c'est ça. Les autres touchés, ça a été un pick six puis des touchés au sol. Même s'ils n'ont pas beaucoup de verges, ça s'est fait au sol. Et un de Williams. Exactement. Même si DeAndre Swift a juste 6 verges au sol, il y a quand même un touché. Fait que voilà. Fait que tu sais, Chicago, c'est quand même diversifié. Pas Chicago, Détroit, c'est quand même diversifié. Chicago, ça reste que c'est 2 victoires de suite, 2 victoires intra-division contre les Bears, contre les Packers. Ils ont quand même une fiche de 3-6. Ils ne feront pas les séries éliminatoires, mais je sens que cette équipe-là s'en va dans la bonne direction. Ils mènent des matchs serrés, sont capables de revenir dans l'arrière. C'est quand même 24-10 pour Chicago avec 11 minutes à faire dans ce match-là. Wow. Détroit est revenu avec 11 minutes à faire pour inscrire 3 touchés dans les 11 dernières minutes de jeu, dont le pick six. Fait que vraiment, Détroit se bat jusqu'à la fin, même s'ils tirent de l'arrière. Ils ne sont pas intimidés puis ils restent dans le match. Puis parlons un peu du jeu au sol des Bears. Donc, c'est sûr qu'ils ont beaucoup produit, mais ma question, c'est plus, là, ils ont perdu Khalil Herbert, blessure. Je pense que tu m'as même dit au début IR, qui était en IR. Donc, Injury Reserve, je pense que c'est minimum 4 semaines, le IR. En fait, non, c'est minimum 6 semaines. 6, OK. Donc, dans le fond, c'est minimum 6 semaines. Ça peut être plus, mais c'est vraiment une blessure à long terme. Donc, ils vont pouvoir habiller un 53e joueur puis lui le mettre sur la IR. Ouais, donc, c'est juste pour être sûr qu'il n'y ait pas un joueur qui ne puisse pas jouer. Parce que des 53 joueurs, ils ont quand même besoin de tout le monde et de profondeur sur le banc. Mais dans le fond, ma question, c'est est-ce que ça a eu un impact dans le match? Ils ont perdu, il y avait une grosse avance. Est-ce que ça a changé les rythmes de l'attaque? Tu as senti que le souffle était moins... Pas tant parce que... dans le sens que, tu sais, il y a quand même eu 10 courses, 57 verges. Puis on va se le dire, Montgomery est aussi bon que Khalil Herbert. Fait que pour moi, j'ai pas vraiment senti d'impact sur ce match-là, la perte de Khalil Herbert. Mais on s'entend que Justin Fields, c'est ça j'allais dire. C'est le running back numéro 1, un peu comme les Ravens avec Lamar. Et aussi Hurts avec les Eagles. Hurts avec les Eagles. Ben, Josh Allen qui court le plus aussi. Oui, avec les Bills, mais bon, c'est pas la même chose. Pour moi, que les Eagles, il y a quand même Miles Sanders qui est là, Gainwell qui est là. Pour moi, il y a peut-être un peu plus de diversité. Mais tu sais, là, Herbert, 57 verges, Montgomery, 37 verges, Justin Fields, 147 verges. Suite à sa performance de 178. Exact. Tu as presque 3 fois plus de verges que ton running back numéro 1. Tu sais, vraiment, c'est lui qui mène le bateau. Justin Fields, pour les statistiques que j'arrive à chaque semaine, 12 en 20 par la passe, 167 verges, 2 touchés, 1 interception. On va parler du 20 passes, mais tu sais, ça a l'air peu, mais là, il y a des carrières élites, anciens MVP back-à-back, qui ont fait 20 passes. Qui ont fait 20 passes, puis que ça a très bien été. Ça produit bien, donc faut exact. pas... Tu sais, Fields, très honnêtement, on peut dire que c'est de sa faute qu'ils ont perdu à cause du pick six à la fin du match, que c'est une passe risquée. T'as l'avance, t'as pas d'affaire à faire cette passe-là. Je suis d'accord avec vous, ceux qui pensent ça. Il en demeure pas moins qu'il démontre vraiment de très, très belles choses, Justin Fields. 13 courses, 147 verges, 2 touchés, 12 en 20, 167 verges. Il en demeure pas moins que Justin Fields, au total, c'est juste lui, c'est en haut de 300 verges d'attaque. On peut pas nécessairement blâmer ce gars-là. Là. Puis j'aimerais ça aller un peu plus loin, avoir ton opinion par rapport aux Bears, parce qu'on dirait, au début, ils voulaient que Justin Fields passe sur un pocket passer. Là, ils se sont dit, ça marche pas, on va courir avec. Exact. Ils ont fait le ménage, puis ça produit bien, mais en même temps, une vingtaine de passes. On regarde Jared Goff qui en a fait 19 en 26. Donc, la plupart des corps arrière aussi en font pas tant de plus que ça. Ben, fait que 20, on dirait que c'est un beau chiffre. Tu sais, je sais que je suis fatiguant, puis on a parlé des Bills aussi par rapport à leur jeu au sol. Moi, quand j'arrive dans un match puis que je vois un corps arrière avec 45 passes dans un match, j'ai un malaise avec ça. Moi, je pense que la majorité des corps arrière, ils sont efficaces quand ils sont entre 20 et 30 passes tentées, parce que quand c'est en haut de ça, souvent, c'est que tu deviens trop prévisible. La défensive s'ajuste. Il n'y a aucune menace du jeu au sol, fait que ça fait que les défensives mettent moins de poids sur la ligne défensive. Puis ça fatigue ton bras. Les joueurs de ligne défensifs vont se rendre plus souvent à toi, vont te menacer. Plus de chances de te faire frapper. Ouais, aussi. Puis souvent, tu as moins le
contrôle du ballon parce que souvent, les passes, ce qui arrive, c'est que les passes incomplètes, le cadran ne continue pas de rouler. Fait que tu as moins de temps de possession, tu donnes plus la balle à l'autre équipe. Fait que, pour tout ça, moi, je pense que les corps arrière, quand ils sont entre 20 et 30 passes tentées, moi, je trouve que c'est la zone idéale. Fait que moi, Justin Fields, qu'il soit 12 en 20 avec 13 courses en plus, mais aussi, j'aimerais ça pour aussi moi, ça fait du sens. C'est plus, dans le fond, là, je dirais, avant, il y avait beaucoup de grandes performances de corps arrière. C'est un peu là, la vieille garde de la NFL où est-ce que on parle de Ben Roethlisberger, même Tom Brady aussi. Il y a une 10-15 ans. Là, 10-15 ans où est-ce qu'il y avait beaucoup de passes tentées. C'était ça le format. Tu avais un running back clé qui avait la majorité de répétitions. Parce qu'il n'y en avait pas tant que ça. Il n'y en avait pas tant que ça, mais ça fonctionnait bien pour quelques corps. Mais à part, là, à chaque année, il y a tout le temps les 6 à 8 même. Mais à part ceux-là, les autres, ils devaient se fier à leur jeu au sol ou à d'autres choses, à des schémas de jeu, surprendre l'adversaire. Puis là, maintenant, de plus en plus, on se rend compte que les équipes sont en train de réaliser qu'on ne peut pas prendre pour acquis des performances comme Patrick Mahomes. On ne va pas le recréer. Ce gars-là est exceptionnel. Puis lui, je suis en confiance s'il lance entre 30 et 40 passes par semaine. Un petit peu plus s'il faut qu'il rattrape un retard. Oui, mais c'est pas tout le monde qui est Patrick Mahomes. Mais il y a un sens. Moi, je t'ai déjà dit, là, il y a quelques années, au Super Bowl, la plus belle passe incomplète de ma vie. Patrick Mahomes contre Tom Brady quand ils s'affrontent au Super Bowl. Patrick Mahomes se libère à droite, il saute puis il est à l'horizontale. Puis il trouve une manière de décocher une passe qui a été, dans le fond, qui a même touché les mains de son receveur, mais il n'a pas gardé le contrôle. Il est à l'horizontale complètement, puis il trouve une manière de lancer la balle de manière précise et avec vélocité. Moi, exact. Fait que c'est un corps générationnel. Fait que je peux comprendre que lui, qui en fasse un peu plus. Mais il ne faut pas le comparer aux autres. Non, c'est ça. Chacun son style de jeu. Exact. Justin Fields, il a des belles qualités, mais ça ne sera jamais un Patrick Mahomes. Pour moi, qui tente entre 20 et 30 passes par semaine, c'est en masse. Ouais. Je pense que vraiment, Chicago a trouvé la bonne zone pour Justin Fields. Et moi, je pense que la grosse différence pour cette attaque-là, Claypool, encore une fois, pas du tout présent. Là. Il y a une réception dans ce match-là. Il est complètement pas dans le plan de match là, en ce moment. Mais son talent, ça fait 3 matchs que c'est exactement ça, j'allais dire. Bien, hein? Pour moi, c'est vraiment ça la différence dans ce schéma de jeu-là des Bears. Je ne sais pas si c'est Komet ou Kmet. Cole Kmet. Cole Kmet. 4 réceptions, 64 verges, 2 touchés. Il a 5 touchés dans les 3 derniers matchs. C'est étrange parce que c'est depuis 3 matchs qu'on parle que Justin Fields va bien. Avant ces 3 matchs, il en a 5 dans ces 3 derniers matchs. C'est le tight end partant de Chicago depuis plusieurs années. Avant ces 3 matchs-là, il n'avait pas de touché cette année. L'année passée, en 16 matchs, il a eu combien en 17 matchs, il a eu combien de touchés? Tu me regardes avec des yeux, genre, c'est clair que c'est 0. Là. C'est 0. Il a joué tous les matchs l'année passée. C'était le tight end partant. Il a eu 0 touché. Wow. Son dernier touché remonte à il y a 2 ans. Et là, il y en a 5 en 3 matchs. Et on parle du réveil de Justin Fields. Pour moi, ce gars-là n'est pas étranger à ça. Puis donc, peut-être que c'est l'équipe qui s'est dit, peut-être que c'est un bon bloqueur, mais il a des bonnes mains puis il faut l'utiliser autrement. Fait que tant mieux si les Bears, maintenant, ils se rendent compte du talent qu'ils ont entre les mains depuis 2 ans. Exact. Tant mieux, il était temps qu'ils se réveillent. Absolument. Fait que, pour moi, c'est pas une... C'est pas une coïncidence là, que les deux arrivent en même temps. Le débloc de Komet avec Fields qui joue bien. Merci pour ton scouting. T'as reculé 2 ans dans le temps. C'est ça. Fait que voilà, je suis allé chercher des stats d'il y a 2 ans. J'y suis tellement pas les Bears que Komet, je pensais que c'était un nouveau issu des... Non. Genre un nouveau signé. Il a joué, j'ai vraiment regardé, il a joué tous les matchs l'année passée. Wow. C'est pas qu'il a été blessé. Là. Il a joué tous les matchs et même en ayant joué tous les matchs, il n'y avait pas de touché. Dernière chose par rapport à Fields, qui va compléter un peu mon appréhension du match. On a beaucoup parlé des Lions, donc cette semaine, j'ai moins à en parler. En fait, notre opinion a changé. Mais pour les Bears, penses-tu que c'est des courses sécuritaires? Est-ce que tu as peur parce que Justin Fields se fait ramasser à la fin de ses courses ou souvent, il quitte sur le côté ou il glisse? Non, c'est rare que je sais pas comment... sur ces 13 courses, il n'y a pas beaucoup de courses prévues comme je reçois le ballon et je pourrais courir en ligne droite. C'est beaucoup il y a de la pression, je m'échappe. Ils sont touchés là, pour faire 10 à 10. Là. Ouais. Ceux qui n'ont pas vu ce toucher-là, allez le voir, c'est dans les highlights. Je pense qu'il échappe à 3 ou 4 plaqués que des gars, ils ont les 2 mains sur lui, puis il réussit à s'éviter, il court à gauche, court à droite, puis il finit par faire une course d'une 15aine de verges pour le toucher. C'est plus ce genre de course-là. Okay. Fait que je ne suis pas nécessairement inquiet pour sa santé et sa sécurité. Là. Pas plus qu'un running back. En fait, moins qu'un running back qui va
qui va des fois directement dans le tas. Qui est solide. Là. Il sait que le gars va le plaquer, il l'attend. Des fois casque à casque ou épaule à épaule. Ouais. Puis ça fait mal. Fait que tant mieux. OK, je suis content de savoir ça. Fait que, tu sais, ce sont deux rivaux directs des Packers, parce que c'est dans la division des Packers. T'as apprécié le spectacle? J'ai apprécié le spectacle. Il en demeure pas moins que je pense que ce sont deux équipes qui sont moyennes, mais c'était un match très divertissant, haut en couleur, puis j'ai aimé mon devoir de match. Puis penses-tu que la fiche de 3-6 des Lions puis de 3-7 des Bears reflète pas la qualité du spectacle qu'ils donnent? Ça ne reflète pas la qualité du spectacle, mais je pense que ça reflète la qualité des équipes en présence. Oui, c'est ça, exact. C'est ça. OK, parfait. Fait que voilà. Mais tu recommanderais... oui, si vous avez des matchs, oui, regardez ces équipes-là. Je pense que ça vaut la peine. Sont plus divertissantes que d'autres équipes comme les Colts, mettons, ou les Broncos de Denver. Oui, ou même, je vais même aller, les Giants, qui ont une bonne fiche, mais je trouve pas que c'est une équipe qui est divertissante à regarder, contrairement, par exemple, à Chicago ou Détroit. OK, parfait. Là, dans le fond, maintenant, c'est rendu à mon devoir de match. Les Commanders l'emportent 32-21 contre les Eagles, qui subissent leur première défaite. On la voyait venir, cette défaite-là. Puis moi, je te disais que les Commanders, tu m'en parlais, leur ligne défensive exceptionnelle. Moi, je te disais, ça fait 3 semaines que je dis Tyler Heinicke, j'aime beaucoup ce qu'il nous propose. Puis là, je le sentais venir. Là, j'ai un peu brag sur Facebook, sur notre page Facebook. Je relance l'invitation à tous ceux qui veulent nous suivre à Facebook. J'ai un peu brag ce matin. Shameless plug. J'ai un peu brag ce matin, mais on l'avait calé. Là. Moi, c'était mon hot take la semaine passée. J'aimais beaucoup ce que je voyais de Washington. Puis c'était pas pour rien que je t'avais donné ce match-là non plus. Surtout comme devoir de match. Un match de division. C'est des équipes qui se connaissent. Exact. Tu sais, les Eagles, là, on parlait beaucoup de 8-1. 8-0, hein, ouais, excuse-moi, 8-0. Dans le fond, c'est une équipe qui est instoppable. Personne ne peut les arrêter. C'est juste eux-mêmes qui peuvent s'arrêter eux-mêmes. Mais ça reste que les Eagles ont quand même, sur leurs 8 victoires d'avant, ils ont quand même 5 victoires sur des équipes de fin de division. Donc, c'est des équipes qui affrontent beaucoup d'équipes qui sont 4e de leur division. Donc, c'est sûr que là, ils affrontaient les Commanders qui sont encore 4e de leur division. Mais là, c'est leur division à eux. Donc, des rivaux de division, ils se connaissent bien, ils s'affrontent 2 fois. La deuxième fois qu'ils s'affrontaient cette année. Première fois, je pense qu'ils ont perdu 24-8 les Commanders. Et là, maintenant, là, ils se sont mis de la partie et ils ont gagné 32-21. Marc, par où je commence? Moi, je pense qu'il faut que tu commences par me parler de la défensive des Commanders et du nom je t'en parlais avant le podcast. Du nom que tu retiens de ce match-là parce que je t'ai appris quelque chose tu m'as appris avant. quelque chose, puis là, dans le fond, je suis content qu'on puisse en parler aux auditeurs. Oui. Mais moi, ce que je t'ai dit en début de podcast, j'étais un peu en furie. Je t'en parlais un peu. Puis, je te disais, sur les réseaux sociaux, on parle beaucoup de la pénalité des Eagles en fin de match sur Tyler Heinicke, mais moi, je trouve cette pénalité-là complètement justifiée, puis c'est inexcusable que les Eagles, après que Tyler Heinicke ait mis son genou au sol, il est dans sa pochette. Même s'il est loin en arrière, il est dans sa pochette, il met le genou au sol, le jeu finit. Mm-hmm. C'est, dans le fond, là, le corps arrière abandonne le jeu, il met son genou au sol, c'est fini. 2 à 3 secondes plus tard, tu as 2 joueurs des Eagles qui le plaquent de plein fouet, dont un casque à casque. Il n'y a aucune raison que tu fasses ce plaquer-là. Déjà, casque à casque. C'est rendu automatique dans la NFL. Et de 2, le délai. Pas juste un joueur qui était déjà dans sa motion quand il... Non. Le joueur n'avait pas commencé sa motion pour le plaquer au moment où il met son genou au sol. Donc, la pénalité est inexcusable. Elle est 100% méritée. Ben, c'est vrai que tu me parles d'arbitrage. Veux-tu parler de l'arbitrage tout de suite? Parce que là, je te parlais peut-être plus oui, mais non, parce que c'est pour faire un lien. Okay. C'est que l'affaire que je t'ai dit en début de match, c'est que moi, si je suis à être fâché, c'est par rapport aux Commanders. Parce que les Commanders, moi, le nom que je retiens, c'était Saint-Just. En fait, c'est pas ça que tu m'as dit. Ah non, je t'ai dit. Ah non, quoi, je l'ai dit? Saint-Just. Saint-Just. J'ai dit, je sais pas si c'est Saint-Just. OK, arrête de rire de moi. Marc, je reprends mon fil d'idée. Tu me fais perdre mon fil d'idée. Ce que je disais, c'est qu'à la deuxième séquence des Eagles, première séquence, ils ont pris la balle, dans le fond, je pense, à la ligne de 22 ou de 18, en territoire ennemi. Ils ont marqué un toucher facile. À leur deuxième séquence, Jalen Hurts fait une bombe à Devonta Smith. Puis Devonta Smith, ce que j'ai dit, c'est qu'il a poussé le défenseur Saint-Just, puis Saint-Just a donné un coup sur la main pour que, dans le fond, là, Devonta Smith enlève sa main sur lui. Et là, la passe est under throw. Donc là, dans le fond, la passe est comme derrière Saint-Just et Devonta Smith essaie de l'attraper, mais Saint-Just met sa main puis bloque la balle. Et là,
moi, je dis, oh, super gros jeu défensif. Wow, j'en reviens pas. À 1 contre 1, il réussit ce jeu-là. C'est exceptionnel. Les arbitres lancent le flag. Puis dans le fond, je suis comme, comment ça? Pass interference. Donc dans le fond, il juge que Saint-Just a nuit au travail de Davonta Smith. Moi, j'étais comme, c'est injustifié. Moi, j'avais pas de. Moi, ce match-là, je regardais juste d'un œil extérieur. Là. Mais à ce moment-là, j'ai fait, c'est donc bien injuste. Là, ça donne injuste ou Saint-Just? Injuste. Ah, okay. Parce que je parle pas de Saint-Just. Et là, dans le fond, les Eagles marquent un autre touché. Là, ils font 14 points assez rapidement sur 2 courtes séquences. Une pénalité vraiment très coûteuse de la part des Commanders. Saint-Just, il regarde l'arbitre, il est comme, mais quoi, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai rien fait. Puis il même fait, c'est lui qui me pousse. Il pointe, fait, c'est lui qui me pousse, il fait la motion. Puis là, il fait la motion de lui-même avec son bras, que comme il brise le plaqué. Puis là, l'arbitre, il le regarde même pas, il fait comme, non, c'est ça que je fais. Moi, je trouve ça vraiment injuste parce que les Eagles, ils bénéficient de ça. Personne n'en parle, personne sur Twitter s'offusque parce que les Commanders, ça va pas bien au niveau du propriétaire. Les Eagles, c'est un gros marché. C'est leur aura, 8-0, c'est un gros marché. Ils sont à Philadelphie. L'arbitre fait un call, le public est content. Mais moi, je disais juste que Saint-Just, c'est un nom que je retiens parce que tout le long du match, cette entre guillemets erreur-là, ou cette pénalité coûteuse, ne l'a pas sorti de son match. Tout le long du match, il a fait des jeux vraiment défensivement super bons. Il est proche des gens qui couvrent. Il n'est pas jamais mal placé. Il ne se fait pas prendre au dépourvu. Si la personne qui couvre attrape la balle, il fait un plaqué rapide. Puis c'est lui, en fin de match, qui crée l'échappée suite à un catch là, dans sa zone. Donc, c'est lui qui fait échapper provoqué, redonne la balle aux Commanders qui vont finir par marquer le match. C'est lui qui scelle le match. Ouais. C'est lui qui, pas qui scelle le match, mais qui empêche les Eagles d'accentuer leur avance puis qui donne une opportunité aux Commanders d'aller marquer des points. C'est lui qui a vraiment un échappé provoqué vraiment, vraiment important. Ouais. Et là, en fait, à ce moment-là, c'était 23-21, extrêmement serré. Il fait un échappé provoqué. Je suis comme, oh, wow, gros jeu de Saint-Just. Puis c'est le nom que je retiens. C'est lui qui a le dernier revirement. Là. Fait que, moi, je trouve ça exceptionnel. Exact. Puis moi, je veux juste insister sur le fait que je trouve que autant nous, on n'en a pas parlé, mais autant dans les médias traditionnels, on n'en parle pas de ce gars-là. C'est un Québécois, c'est un Montréalais qui est dans la NFL. C'est un des bons cornerbacks, donc un demi-défensif de la NFL. C'est dans les bons cornerbacks. Il est partant depuis 2 ans déjà avec Washington. Son coach, il n'a que Ron Rivera, il n'a que des loges pour ce gars-là. On n'en parle pas de ce gars-là. Puis là, mon but, c'est pas de bâcher sur Laurent Duvernay-Tardif. Non, mais c'est le traitement des médias. Exactement. Dans le sens que Laurent Duvernay-Tardif, même quand il n'était pas partant, on ne parlait que de lui. Il était partout dans les médias. Tout le monde adulait ce gars-là. Puis on s'entend, là, il y a 100% de raison d'aduler ce gars-là. Il fait plein de choses exceptionnelles. Mais pourquoi on ne parle pas plus de Saint-Just, qui a une saison exceptionnelle, qui est partant dans la NFL, qui vient de chez nous? Moi, je pense qu'il faut vraiment plus parler de ce gars-là ici. Mais il faut célébrer les talents d'ici. Ouais. Ils jouent dans la NFL. Puis comme tu as dit, puis c'est bien, puis il faut le répéter pour être sûr que nos paroles ne soient pas mal interprétées. Notre choix de mots est juste. C'est pourquoi est-ce qu'on réserve un traitement médiatique comme celui-là à Laurent Duvernay-Tardif, même quand il ne jouait pas pour les Jets, même quand il était blessé, même quand il a mis son année pour ne pas jouer, puis il a pris son option out. On parlait de lui. À chaque fois qu'on voyait les Chiefs, on parlait de lui. Contrat médiatique. Il est partout à la télévision. Il est partout, là, il est partout chez nous. On l'encense, mais ça fait quand même 2 ans qu'il ne joue plus, puis il fait encore des pubs de lait. Mais pourquoi est-ce qu'un des joueurs, des bons joueurs de la NFL actuellement, il n'y a pas une aussi bonne couverture que lui? Je trouve ça dommage. Je veux qu'on célèbre Laurent Duvernay-Tardif, mais pourquoi est-ce qu'on ne célèbre pas aussi Saint-Just? Exact. Ça peut être une bonne inspiration et une source de motivation pour les gars d'ici. Il y a des programmes de football qui fonctionnent bien au niveau collégial. Et là, dans le fond, si ça peut inspirer des personnes, un peu comme Samuel Giguère, ancien wide receiver de la NFL, qui a fait quelques années dans les practice squad, qui est maintenant analyste à RDS. Tu sais, ça manque. Il faut des figures d'ici qui montrent l'exemple pour dire c'est possible, j'y suis arrivé, toi aussi tu peux. Ça peut inspirer une bonne génération de jeunes à continuer dans le sport et à montrer qu'on peut aller dans le haut niveau. Je veux qu'on célèbre ce joueur-là. C'est possible. Ouais, c'est possible. Même si c'est Montréal, même si on parle au Canada que de hockey, on parle presque pas de basket, on parle pas de baseball, on parle pas de football, ou souvent quand on parle de football, de la LCF, parce que quand tu es Canadien, pour avoir une chance dans la NFL, il faut que tu ailles aux États-Unis, avoir des scholarships ou aller dans des bons programmes, des D1, des D2. Donc, bravo à Saint-Just, parce que moi, je t'ai dit, je savais même pas que c'était un Montréalais, puis c'est le seul nom en défensive que je retenais de la part des Commanders. Ils ont un bon front four, comme tu as dit, une ligne défensive qui a fait des ravages, qui a muselé Hurts, qui n'était pas capable d'évader la pression. Ils ne se rendaient pas souvent à lui. Je pense qu'ils ont un seul sac du corps dans tout le match, mais ils ont empêché Hurts d'avoir plus de 30 verges par la course. C'est exceptionnel. Fou, ils l'ont muselé alors que lui aussi,
c'est un excellent coureur. Il est explosif, mais tu y enlevais A.J. Brown. Devonta Smith avait quelques gros catchs, mais on en parlait, tu es à un A.J. Brown de perdre un match, puis il n'y a pas de deuxième option viable. Tu sais, quand on disait, on a dit souvent cette saison qu'A.J. Brown changeait la dynamique de cette attaque-là. Ouais. Là, A.J. Brown est complètement absent. Qu'est-ce qui arrive? L'attaque de Philadelphie n'est pas à la hauteur. C'était un match spectaculaire, mais je tiens à dire que si je suis la part des Eagles, ce qui me fait vraiment me mettre hors de moi, c'est le face mask non calé sur l'échappée dans le fond du running back. Je ne sais plus lequel exactement, mais il y a un Robinson ou Gibson? Non, c'est la part des Eagles. OK, il y a un Sanders ou... Je pense que c'est Sanders qui se fait mettre au sol par deux joueurs, dont un qui agrippe son face mask puis l'amène au sol. Puis le deuxième joueur vient puncher la balle puis il échappe le ballon. En fin de match, elle a empêché une séquence. Puis il y a beaucoup d'arbitres qui voient ce jeu-là. Ils collent le revirement. Les Commanders prennent possession de la balle. Et dans le fond, ça fait que les Eagles ils perdent une séquence à l'attaque là-dessus. Et c'est un face mask flagrant qui n'a pas été calé. Ça aurait dû être une pénalité de 15 verges à la fin du jeu et non un revirement qui donne la balle aux Commanders. Fait que, des deux équipes, l'arbitre a une influence positive ou négative selon... L'arbitrage a été douteux, disons. A aidé des deux bords. Il y a eu beaucoup de miss-calls, il y a eu beaucoup de calls que j'ai pas aimés, mais les pénalités sont très similaires. 5 du côté des Commanders, 7 du côté des Eagles de Philadelphie. Mais ce qui retient le plus, c'est que la manière que les Commanders jouent, Tyler Heinicke, je trouve extrêmement intelligent. J'adore ce gars-là. Je veux t'en parler un petit peu plus. Vas-y. Parce que les Commanders, leur force, oui, c'est la bonne défensive, mais c'est le jeu au sol. Ils ont Robinson, ils ont Gibson et ils enlèvent du temps de jeu. Souvent, leur séquence, là, c'est entre 12 et 16 jeux et ils ont accumulé un temps de possession de 40 minutes durant le match. Wow. Donc, c'est-à-dire que les Eagles l'ont eu un peu moins de 20 minutes. C'est fou, ça. Donc, les Eagles aussi ont des longues séquences de 15 jeux pendant 7 minutes et demie. Mais dans le fond, les Eagles, là, quand tu as 15 jeux, 7 minutes et demie, pense-y, une séquence, 7 minutes et demie, c'est-à-dire que le reste de tes séquences, c'est un 12 minutes. Là. Donc, les Eagles aussi se sont tirés dans le pied. Ils ont fait quelques jeux explosifs, quelques jeux au sol, mais la défensive des Commanders les a bien arrêtés. Et quand je te parle de l'intelligence des Commanders, à la fin du match, les Commanders sont en train de mener 26-21. Parce que dans le fond, suite au revirement que je te parlais de Saint-Just, ils ne peuvent pas marquer un toucher, mais marquent un placement. Les Eagles reprennent la possession de la balle. Ils se font arrêter. Les Commanders, dans le fond, suite à l'échappée, reprennent possession. Donc, c'est vraiment un va-et-vient de possession suite à des revirements. Les Commanders veulent écouler les time-outs des Eagles. Donc, ils font des jeux au sol. Ils font un jeu au sol, 3 verges, un autre jeu au sol, 2 verges. Et là, ils se disent, merde, on est en 3e et 5. Il reste, dans le fond, un time-out, mais on veut aller chercher le premier jeu. Mais par contre, lui, il n'a pas oublié que l'important, c'est d'enlever du temps aux Eagles pour qu'il y ait moins de temps ou un time-out. Il s'est dit, mon objectif numéro 1, c'est d'avoir le premier jeu. Okay. Mon objectif numéro 2, c'est que le cadran continue à rouler. Donc, c'est là qu'on parle de la pénalité qui est arrivée. La pénalité n'est pas importante. Ce qui est important, c'est que Tyler Heinicke n'a pas fait comme beaucoup de corps arrière, puis juste tenter une passe, puis essayer quelque chose ou se débarrasser du ballon. Il a pris le sac. Parce qu'il savait que s'il se faisait juste mettre un genou au sol, le cadran continuait de rouler. Il ne voulait pas tant la pénalité, il voulait juste forcer les Eagles à prendre leur 3e time-out. Il veut juste comme... Lui, il s'est dit, « Hey, j'ai pas d'option de passe, je force absolument rien, je mets mon genou au sol. » Parce que je veux pas me débarrasser du ballon. Je veux pas me débarrasser du ballon, je veux pas me faire plaquer puis avoir une chance que le ballon me fasse arracher des mains. Il a mis un genou au sol dans sa pochette, 15 verges en arrière, mais il a mis un jeu au sol. Il a pris là, le 15 verges de plus loin. C'est un bon IQ football. Puis là, ensuite, là que les deux joueurs des Eagles qui, un match serré, un match émotif, sont en train de perdre, ils veulent le plaquer. Tu n'as pas à le plaquer, le jeu est arrêté, l'arbitre est en train de siffler, mais c'est une pénalité facile à caler. Puis les Eagles ont beau s'offusquer, Jalen Hurts a beau se lever, faire comme qu'est-ce qui se passe, arrête ton spectacle, tu sais que tu n'as pas le droit de faire ça. C'est ça. Si toi, tu te fais subir ça, c'est quoi ta réaction que tu vas avoir? Fait que Jalen Hurts a amené là, calme tes petites émotions, retourne sur ton banc, va t'asseoir. T'as pas la balle. Les Commanders, pénalité de 15 verges sur les Eagles. Les Commanders prennent possession, puis il y a un autre premier jeu. C'est ça. Et dans le fond, ça fait que ils peuvent faire les jeux au sol et ils font juste des jeux au sol pour arrêter le chronomètre, puis ils redonnent les ballons aux Eagles. Ils bottent quand il y a 11 secondes. Le gars ne demande pas un fair catch. Il avance. Puis là, dans le fond, il reste 5 secondes à la fin pour faire un jeu. Ça a donné le jeu un peu bizarre. Ça a donné le jeu loufoque. Les Commanders ont fait un toucher là-dessus. Un toucher là-dessus, mais le match était pratiquement fini. C'était rendu la fin. Donc, Tyler Heinicke, là,
La victoire te revient, bravo. Tu as été un bon général du plan de match. Tu as eu des pénalités à l'attaque, mais tu as gardé le plan de match. Tu as contribué au jeu au sol. Tu as fait des passes clés au bon moment. Puis c'est un gars d'équipe. C'est vraiment le fun. Puis les joueurs l'adorent. Hein. J'aime que tu parles au-dessus. Tyler Nicky, si tu nous écoutes, rejoins notre page Facebook. Pour vrai, like nous, share, subscribe. Mais Tyler Nicky, l'affaire qui est drôle en plus, c'est, tu sais, les Commanders, quand on parle d'organisation un peu boiteuse, là, après, ils sont en vol économique. Un vol économique. Là. Ils n'ont pas un avion privé là, pour voyager. Ils reviennent sur un avion de ligne. Ils reviennent sur un avion de ligne normal, mais ils prennent genre 60 billets. Fait ils sont dans une section économique. Et ils ont recréé le vidéo de Kirk Cousins où est-ce que tous les joueurs ils ont pris leur grosse chaîne. Tous les joueurs bien payés ont pris leur chaîne. Ils ont mis sur Tyler Heinicke. Et tu vois dans sa petite section, là, avec son petit truc là, de petit. Tu sais, le banc devant toi, que tu peux enlever la tablette de plastique qui se dépose. Et ils donnent toutes les chaînes. Ils donnent des lunettes fumées. Puis là, dans le fond, ils font comme. Ils font le party un peu. Ils niaisent un peu Kirk Cousins qui a fait la même chose la semaine dernière. Ouais. Le terme, c'est iced out pour dire qu'ils ont mis plein de diamants et chill. Mais c'est vraiment une belle célébration. Il continue un peu la tangente. Puis Tyler Heinicke, il aime ces gars-là. Puis c'est ça que je trouve dommage, c'est qu'il était bon l'an passé. Ils sont allés chercher Wentz pour une raison que j'ignore. Ben, je m'en allais là-dessus. Pourquoi tu ne construis pas sur Tyler Heinicke? Parce que c'est un undrafted free agent. Puis je trouve que les médias, ils bâchent, mais c'est un gars extrêmement posé, extrêmement intelligent sur le jeu, à l'extérieur. Puis c'est vraiment un bon gars d'équipe. Ça a été un des meilleurs backups au niveau d'attitude puis du soutien à son corps arrière puis de l'organisation. Parce que Carson Wentz est éligible de revenir du IR, donc de la liste des blessés cette semaine. Il faudrait pas. Je garderais Tyler Heinicke. Toi, tu dis qu'il faut qu'il continue avec lui. Les Commanders ont gagné 4 de leurs 5 derniers matchs. Ils sont maintenant à 5-5. Ils sont pas loin des séries éliminatoires. Je continue avec Tyler Heinicke. Carson Wentz, malheureusement, il risque de jouer à cause que c'est lui qui coûte le plus cher, mais ce serait une erreur de coach. Puis s'il start Wentz, alors que Tyler Heinicke est en santé, ils vont perdre le locker room. Oui, c'est ça que j'allais dire. Hein, ça se peut bien que le locker room... une insulte à la manière dont il joue en ce moment, que Tyler Heinicke contribue au succès de l'équipe. Chapeau Commanders. Les Eagles, ils perdent. Ça va peut-être les revigorer. Je suis pas déçu. J'ai aimé ce qu'ils ont fait. Mais par contre, c'est ça, il faut trouver un bon plan de match. Puis tant mieux s'ils ont vu une équipe avec une bonne défensive qui est capable de couvrir A.J. Brown. Et ça l'a contribué avec d'autres éléments. Par contre, Goddard a été blessé sur un jeu là, au deuxième quart, au genou. Je ne sais pas, j'ai pas de nouvelles si c'est sérieux ou pas, s'il a manqué plusieurs matchs. Mais ça m'inquiète énormément parce que c'était l'option 2 de Hurts. Avec A.J. Brown. Avec A.J. Brown. Fait que la perte de lui met encore plus de stress sur A.J. Brown. Devonta Smith a été capable de contribuer, mais tu vois qu'il y a encore une jeune recrue qui n'est pas encore élite. Il a beau avoir gagné le Heisman comme wide receivers au collégial. Là, tu es dans NFL, puis il ne ressort pas du lot. Il y a eu 2 bons matchs, les 2 contre les Commanders, c'est tout. L'année passée, il y avait eu quelques flashs aussi Devonta Smith. Quelques flashs, mais c'est pas un vrai numéro 1, c'est numéro 2. Fait que dans le fond, peut-être même numéro 3 suite à Goddard, mais Goddard qui se blesse parce qu'il a attrapé une passe un peu haute, puis en retombant, quelqu'un est tombé dans ses genoux sur lui. Fait que dans le fond, c'est vraiment un mauvais pli de ses genoux. Ça m'inquiète beaucoup pour les Eagles s'ils veulent faire du chemin. Ils ne peuvent plus vraiment échanger personne. La date de limitation est passée. Exact. Ils ont peut-être... je sais pas qu'est-ce qu'ils vont faire. Je sais pas, quelqu'un du practice squad, ils vont avoir un peu plus Ils n'auront pas le choix, de repasser leur affaire. Mais regarde, tant mieux pour eux, les Eagles. Moi, je suis pas... c'est pas genre un massacre qu'ils ont subi, beaucoup de jeux loufoques. Les Commanders ont été plus intenses qu'eux. Puis les Commanders, avec l'effort et le temps de possession, ils ont battu les Eagles. Fait que chapeau à eux. Cool. Pour vrai, c'est un super beau match. J'étais vraiment surpris. À la fin, j'étais tellement énervé à cause de mon fantasy football. Oui, j'étais à 5 points. J'étais tellement sous l'adrénaline qu'il y a eu assez de bons jeux loufoques qui a fait que mes 2 équipes en fantasy ont gagné. Dû à ce match-là, ça s'est joué au dernier jeu du match. J'ai eu trop d'adrénaline. J'ai pas pu dormir dès que le match est fini. Ça m'a pris un petit peu de temps de me calmer. Là. Bon, mais là-dessus, c'était nos devoirs de match. Yes! Fait qu'on parle des autres matchs de la semaine. Parlons de nos équipes en premier. OK, tu veux commencer par ça? On va mettre ça de pied de nez. J'ai pas grand-chose à dire, mais les Steelers gagnent 20-10 contre les Saints. Ces 2 équipes-là, énormément de blessés de part et d'autre. Mais ce qui fait la grosse différence, c'est le retour de TJ Watt. Et il y a eu un impact immédiat dans le match. Puis les Steelers, la réalité, c'est qu'ils ne sont pas les mêmes avec et sans TJ Watt. C'est le joueur étoile depuis 5 ans, depuis qu'ils l'ont drafté. C'est vraiment le jour et la nuit avec et sans lui. Puis chapeau pour les Steelers qui ont gagné 20-10. Aussi les Steelers qui, depuis quelques semaines, ont un problème de pigeons dans le stade. Fait que tu les vois jouer. Il y a comme une 50aine de pigeons qui ont élu domicile là-bas. Mais les Steelers ont été capables de contrer Camara.
Camara l'a complètement muselé. La défensive, là, exceptionnelle. Il n'a rien fait Il dans était ce là match-là. tout le long du match, mais ils l'ont muselé. Ouais. Ils ont essayé de l'impliquer de différentes manières. Taysom Hill, les jeux classiques de Taysom Hill, les Steelers ont étudié le footage, puis il n'a rien fait, Taysom Hill. Il a été muselé aussi. Je pense qu'il y a une verge dans le match. À chaque fois qu'il était sous le corps, il savait quel genre de jeu il allait faire. Il savait où il allait courir, puis ils ont fait des plaqués pour des pertes. Donc, les Steelers ont vraiment étudié. Ils ont une excellente défensive. Puis la défensive en a fait assez pour permettre à l'attaque de gagner avec juste 20 points. C'est Donc, fou. chapeau, les Steelers sont En fait, sont les en bonne Steelers voie. ont été bâtis cette année pour ça. Par la là. défensive, Ouais, c'est ça, exactement. exact, Oui. c'est ça. Ça fait plusieurs années que l'identité des Steelers passe par une défensive élite, puis ils peuvent gagner des matchs 13-10, comme ils peuvent gagner des matchs 27-20. Ils peuvent faire les stops au bon moment, se réajuster. Les Steelers, là, chapeau, vraiment un super beau match pour eux. Grosse victoire. Puis les Saints, c'est sûr qu'il y a beaucoup de blessures. Il y a comme 10 partants qui sont blessés. Ça a été un peu l'histoire là aussi avec autant les Saints que les Steelers. C'est deux équipes qui n'ont pas une bonne fiche, mais qui auraient pu avoir, au lieu de 3-7, 7-3 les deux. Là, J'ai la difficulté à comprendre pourquoi, avec les Saints, on s'obstine à garder Andy Dalton. Là, je sais que ça fait quelques semaines qu'on en parle ici puis qu'on le souligne, mais je comprends pas pourquoi c'est pas Jameis Winston C'est une manière de tanker, puis c'est comme un non-dit. Parce qu'il... C'est peut-être un non-dit qui se disent on a confiance ni en Dalton ni en Winston, fait qu'on va tanker pour aller en chercher un bon. Je sais pas. Je trouve ça un petit peu dommage, mais regarde, bon, c'est ça qui est ça. Mais tu sais, tant qu'à tanker, si t'as pas confiance en Winston, fais-le jouer, puis au moins tu vas vraiment voir ce qu'il y a dans ce gars-là. Mais bon. Les Saints, d'une semaine à l'autre, c'est complètement différent. Je sais pas quoi penser de cette équipe-là. J'ai vu beaucoup de leurs matchs, puis c'est toutes sortes. Ils ont presque gagné contre les Vikings à Londres. Ils se font éclater. Des fois, ils marquent juste 3 points au cadran. L'autre fois, Camara, il y a comme presque 150 verges de 3 touchés. L'année, je sais pas, c'est vraiment le jour et la nuit. C'est difficile de saisir cette équipe-là. Ils sont pas constants, donc c'est difficile à prévoir qu'est-ce qu'ils vont faire contre chaque adversaire. C'est la preuve que c'est une équipe moyenne. C'est une équipe qui n'est pas constante, c'est une équipe moyenne dans la NFL. Exact, peut-être qu'il manque de leadership qui parle dans le vestiaire. Mais bon, là, tu me parlais de ton équipe. Les Packers, tu dis, regardez pas ce match-là, ils vont se faire traverser par les Cowboys. Aïe, aïe, aïe. Les Packers qui l'emportent... C'était-tu en prolongation? 31-28 en prolongation. 31-28 en prolongation. En prolongation. J'ai vu la fin du match. Wow. Et les Cowboys qui menaient 28-14 à un moment durant le match. Ouais. Parlons un peu de cette victoire des Packers. Je suis le premier surpris de cette victoire-là. Et j'ai beau être un partisan des Packers, c'est pas une victoire qui fait « Oh, la saison est revenue, tout est beau ». Pas du tout. Ça reste que les Packers sont 4-6, sont encore loin d'une place en séries éliminatoires. Mais il en demeure pas moins que ça met un peu de baume. Là. On met la séquence de 5 défaites de côté. On gagne ce match-là. Contre quand même une équipe qu'on s'en parlait dernièrement. On voyait très haut dans la hiérarchie de la NFC les Cowboys. Les Cowboys qui mènent 28-14. 28-14 avec une excellente défensive. Tu n'es pas supposé perdre ce match-là. Les Cowboys qui ont une excellente défensive. Les Packers qui ont une attaque atroce depuis le début de la saison. Moi, quand j'ai vu 28-14 là, dans ma tête, ce match-là, c'était terminé. Là. C'était vraiment fini. Je veux pas m'acharner, OK? Acharne-toi pas, mais j'aurai 2 questions après pour toi. Okay. Garde ce cours, acharne-toi pas, mais dis ce que tu as à dire. Mais CeeDee Lamb, là, je le sais, là, qu'il finit la game avec 150 verges puis 2 touchés. Mais mettons, moi, là, je suis GM, là, je sell high. Ouais. Tu sais, on parlait tantôt de Tyler Heinicke qui avait un IQ football élevé. CeeDee Lamb n'a pas un IQ football élevé. Pour vrai, les 2 interceptions de Dak Prescott dans ce match-là, c'est 2 passes qui étaient tentées vers CeeDee Lamb, que CeeDee Lamb fait un tracé dégueulasse, que Prescott et tout le monde, là, c'est clair qu'on se dit, CeeDee Lamb avec ce tracé-là, il s'en va là. Puis pour une raison vraiment étrange, CeeDee Lamb change de sa trajectoire, s'en va nulle part, et ça tombe dans les mains d'un gars qui s'appelle Ford, qui a été sur les practice squad toute sa vie, que là, c'est sa première game dans la NFL pour les Packers, et il se ramasse avec 2 interceptions. Ces 2 interceptions, là, il n'a pas travaillé fort. Là. Littéralement, le ballon est arrivé dans ses mains parce que CeeDee Lamb a juste complètement raté son tracé. Fait que je ne veux pas m'acharner. Il a clairement des habiletés incroyables, ce gars-là, mais ce n'est pas nécessairement un gars sur lequel je voudrais bâtir mon équipe. Je vais dire ça comme ça. Parfait. Bien, merci de ton input.
Vas-y pour des questions. Pas acharné. On s'en parle depuis le début. Les Packers sont bâtis, pas avec leur défensive comme ils l'ont vanté, parce que la défensive ne fait pas le travail, mais on s'en parlait depuis la semaine 1 ou la semaine 2. Les deux meilleurs athlètes sur le terrain, c'est A.J. Dillon et Aaron Jones. Puis cette fois-ci, là, tu dis la stat, le nombre de courses versus le nombre de passes. Aaron Jones, 24 courses, Dillon, 13 courses, donc ça fait 37 courses au total. Oui. Et Aaron Rodgers a 20 passes tentées, c'est presque du 2 pour 1, donc c'est presque 2 courses pour une passe. Là, ça, c'était ma prémisse. Ma question suit. Penses-tu que c'est viable à long terme ou l'ego de Rodgers va reprendre le dessus pour plus de passes? Moi, je te dirais que si les Packers veulent gagner avec l'équipe qu'ils ont en ce moment, ils n'ont pas le choix de jouer comme ça. Est-ce qu'Aaron Rodgers va accepter à court terme de continuer ça? Je ne le sais pas. Puis la preuve, c'est que les Packers... À la fin du match, ils se sont engueulés. Les Packers ont gagné ce match-là, mais je ne sais pas si vous avez vu sur un 3e et 1, juste vers la fin du 4e quart, là, avant la prolongation. Quand c'était 28-28. Quand c'était 28-28, les Packers ont eu un 3e et 1. Puis Rodgers n'était pas d'accord avec l'appel de jeu de Matt Lafleur. Puis quand le jeu a avorté, Rodgers est retourné sur les lignes de côté, puis il y a eu quelques mots, puis ça n'avait pas l'air des « je t'aime ». Il était à 2 pieds de lui, puis il l'engueule en pointant. Ça n'avait pas l'air des « je t'aime », puis t'es un excellent coach, là. Fait que je sais pas à quel point Aaron Rodgers est content de ça, mais d'un autre côté, c'est sa meilleure game en statistique. 224 verges, 3 passes de toucher, il n'a pas eu ça une seule fois de la saison. Fait que tu sais, faut que ça arrête de se faut qu'il arrête de... C'est ça, exactement. Laisse-le mener le bateau. Exactement. Puis, il a beau avoir passé juste 20 fois, c'est la première fois de la saison que les Packers sont capables d'aller chercher de la verticalité dans leur attaque. Christian Watson a été capable, c'est un marchand de vitesse, Christian Watson, il a été capable d'aller chercher des longs gains, c'était des longues passes. Tu sais, j'en parlais, je me souviens plus si c'est la semaine passée, il y a 2 semaines, que Aaron Rodgers, presque 80% de ses passes se faisaient derrière la ligne de mêlée, tellement il n'y avait aucune verticalité dans cette attaque-là. Là, enfin, on a un gars, Christian Watson, qui est capable, justement, un gars rapide, qui est capable d'aller chercher, justement, des passes qui voyagent un peu, des passes qui voyagent un 15-20 verges dans les airs, ce qu'on n'a pas vu de la saison pour les Packers. Fait que, tu sais, si on est capable d'avoir un bon jeu au sol, qu'on construit notre identité sur un jeu au sol, puis qu'on est capable d'avoir une verticalité ensuite de ça avec un Christian Watson, là, on peut peut-être commencer à avoir quelque chose parce que la défensive va devoir respecter le jeu au sol. Puis là, whoop, on s'en va avec des plus longues passes avec Watson, qui est un marchand de vitesse. Whoop, on vient avec des passes un peu plus courtes pour Allen Lazare. Là, je trouve que ça commence à ressembler à quelque chose, là, cette attaque-là, tranquillement. Puis, ma deuxième question, dans le fond, c'est que tu trouves que ça commence à ressembler à quelque chose. Tu vois la lumière au bout du tunnel. Ben, pas tant, là. Non, mais, dans le sens que... ma question, c'est la semaine prochaine, tu affrontes les Titans, qui sont une équipe première de leur division, qui ont une excellente défensive, un bon jeu au sol. Surtout, les jeux au sol, ça fait défaut aux Packers. Mais c'est pour ça que je dis, pour moi, tu sais, je disais, ils sont juste encore 4-6, ils sont loin des séries. Encore une fois, le match du jeudi soir, la semaine qui s'en vient, on en reparlera tantôt, mais je pense pas que les Packers vont gagner ce match-là non plus. On approche de la semaine 12 contre les Aigles aussi. Hein? Oui. Ce match-là ne détermine pas le premier match, mais pourrait déterminer si les Packers font les séries ou pas. Fait que, tu sais, pour vrai, sincèrement, moi, je vois le match de jeudi soir comme un match de la dernière chance pour les Packers contre Tennessee, parce que pour vrai, tu gagnes contre Tennessee, là, tu as battu 2 très bonnes équipes de la NFL, mais tu perds contre Tennessee, tu tombes à 4-7, là, c'est fini. Mais du côté de Dallas, là, la seule chose que je veux dire avant qu'on passe au prochain match, les Packers, on le dit depuis le début de l'année, ça fait une couple de fois, je le dis, c'est l'équipe numéro 1 contre la passe. C'est, je pense, l'équipe 30e ou 31e contre la course. Puis il y a beaucoup d'équipes avec beaucoup de bons running back, un bon comité. Oui, mais ce que je veux dire par rapport à ce match-là, les Packers, c'était 2 courses pour une passe. Les Cowboys, ça a été l'inverse. Ça a été 2 passes pour une course. Alors que Prescott, il y a 46 passes. Pollard, c'est 22 tentatives de course. Tu as Tony Pollard, tu as la pire défensive contre la course devant toi. Pourquoi tu passes? Pourquoi tu cours pas? Puis, moi, je pense que le match s'est joué là. C'est pas compliqué. Moi, je t'arrête. Le match s'est joué là. Le match s'est pas joué là. Le match s'est joué quand Tony Pollard s'est pas retourné à temps en 4e et 4. Il l'avait le premier jeu. Tu as raison. Mais j'ai rien contre parce que la distance était loin. C'était, je pense, contre le vent. Il y a eu des placements ratés de plus proche dans cette direction-là. J'ai rien contre le fait d'y aller en 4e et 4.
j'ai rien contre le fait d'aller à Tony Pollard. C'est ton gars le plus fiable et explosif. Oui. Mais pourquoi une passe à lui? Pourquoi pas une course? C'est Exact. tellement explosif. Oui. En plus, contre une défensive qu'on a gauche, c'est de la misère qui en arrache. Fait que, pour moi, c'est juste le jeu à appeler, mais la décision d'y aller, moi, c'est une bonne décision. Respecte je respecte cette décision-là. Oui. Mais l'exécution a été boiteuse dans ce jeu-là. Je trouve ça dommage. Mais ceci étant dit, parlons des autres matchs maintenant. Là, dans le fond, on va parler des matchs qu'on a vus. On en a vu quand même pas mal, mais il y a d'autres matchs qui sont passés un peu sous le radar. Personnellement, les Panthers contre les Falcons, on enregistrait. On l'a pas vu. Ouais, c'est ça. Les Panthers ont gagné 25-15. Mon seul commentaire, c'est chapeau aux Panthers. Ils avaient traversé la semaine dernière. On en parlait, c'est une équipe de la NFL. On veut voir la fierté. Puis bravo pour la fierté. Tu as battu les Falcons qui se battaient pour la première ronde de cette division-là. Chapeau aux Panthers, puis très décevant pour les Falcons qui ont complètement abandonné le jeu au sol quand c'est ça leur force. Fait que, oui, voilà. Mais chapeau Panthers, bravo pour leur victoire de 25-15. Les Buccaneers l'emportent 21-16 contre les Seahawks à Berlin. La stat, ce qui veut rien dire, Marc. Tom Brady 4-0 en matchs internationaux. Shame on me. La semaine passée, je disais que je voyais pas du tout Seattle perdre ce match-là. On en parlait. C'est des surprises, Marc. C'est des surprises, mais on en parlait. Je me souviens. Ouais, c'est dimanche, on s'en parlait. Seattle, que c'est une équipe qui a beaucoup de recrues, de s'en aller dans un autre pays. À Munich, c'était leur premier match de la NFL. Ça change une routine de semaine. Est-ce qu'on s'en est parlé au podcast? Non, on s'en est parlé chez nous quand tu es venu chez nous dimanche. Mais c'est ça. Ce que je disais, dans le fond, c'était les Seahawks ont énormément de recrues, puis se préparer pour un match aussi médiatique, qui est l'équivalent un peu du Super Bowl, où est-ce que tu as plus d'entrevues, tu as plus de capsules, c'est plus loin, donc il faut se préparer. Puis les Buccaneers qui en ont vu d'autres, qui ont vu des grands événements, des matchs spéciaux, ils savent comment se préparer pour ces voyages-là et pour les matchs où est-ce qu'il y a plus d'entrevues, il y a plus de ci, il y a plus de ça, plus de médias. Donc, il était peut-être plus émotivement prêt à gérer la fatigue, la préparation mentale et physique. Donc, chapeau Buccaneers qui gagne 21-16. La différence dans le match, c'est le jeu au sol de Tampa Bay qui débloque enfin, et ce n'est pas avec Leonard Fournette, c'est la recrue White, 22 courses en 5 verges. Et je le sais que le score a quand même fini serré. Tu m'as dit que c'était quoi le score final? 21-16. 21-16, fait que c'est quand même serré. Mais je veux quand même dire qu'avec 10 minutes à jouer, c'était 21-3. Vraiment, les Seahawks ont montré signe de vie un peu dans les 10 dernières minutes. Mais si on regarde l'ensemble du match, Tampa Bay a vraiment contrôlé ce match-là. Oui, mais aussi Leonard Fournette là, qui a perdu sa mère la veille de prendre l'avion pour Berlin. Donc, peut-être que ses pensées étaient plus envers sa famille. Donc, s'il nous écoute, mes condoléances. Oui. S'il ne nous écoute pas, je lui souhaite quand même. J'espère que la pensée va se rendre. La pensée va se rendre. Mais peut-être que c'est dû à cet événement familial troublant. Mais il en demeure pas moins que c'est pas juste cette semaine-ci que Fournette n'était pas bon. Mais peut-être que sa mère, c'était pas une surprise. Oui, ça se peut. Oui, c'est ça. Ouais. Donc, quand des événements de vie. Oui, on pense à lui. C'est sûr que ça peut. Les priorités changent. Donc, j'espère que c'est juste ça. Je souhaite le meilleur pour le restant de sa carrière. C'est quand même un vétéran qui a sa place dans une équipe de la NFL. Oui. Là, grosse surprise, mais pas une surprise. Je te l'ai calé. Les Vikings gagnent contre les Bills. J'aime beaucoup le projet de Kirk Cousins. Puis chapeau pour les Bills. Chapeau, vraiment. Puis, chapeau. Chapeau pour les Bills. Chapeau pour les Vikings contre les Bills. Ah oui, chapeau, chapeau aux Vikings. Puis, tu sais, moi je veux... Juste te dire, prolongation, ça n'aurait même pas dû se rendre là. Ou à la fin du match, je ne me rappelle plus exactement. Prolongation, mais c'est le jeu là, spectaculaire pour créer l'égalité où Gabe Davis attrape la balle puis il ne l'attrape pas parce qu'il lâche la possession du ballon. Oui. Dans touche au sol, ils sont dépêchés vers un jeu au sol. Oui. Hey, voir que New York n'a même pas demandé une révision, c'est comme s'ils voulaient la prolongation ou ils voulaient que les Bills gagnent. Je ne veux pas être un prophète de malheur, mais les Vikings, là, j'adore ce qu'ils nous proposent. Dalvin Cook, je t'en parle, explosif. Là, c'est sorti, puis les Bills, le jeu au sol, ça n'a pas débloqué. Exact. Tu sais, je veux tout d'abord lever mon chapeau à Jefferson et à Diggs, que les deux, ils ont fait des catchs à une main. Les deux, là, on parle beaucoup du catch de Jefferson. Mais Diggs aussi, il y en a eu un. Là. Diggs, spectaculaire à une main. Parce que Jefferson, l'affaire que je ne comprends pas, c'est le catch. Tout le monde parle de le catch de la décennie. Là. Comment il a fait que le ballon ne touche pas par terre? Le DB a les deux mains sur la balle. Lui, à une main, il l'arrache. Puis même s'il l'arrache, le ballon ne touche pas par terre. Puis sa main est comme perpendiculaire au sol. Ah oui, c'est fou. Dans le fond, il trouve une manière non seulement d'arracher la balle, mais que cette balle-là ne soit pas rabattue. Et la sécurise à une main. C'est incroyable. C'est
En 4e et 18, Kirk Cousins ne regardait que Justin Jefferson. Ouais. C'est là que ça va. Catch spectaculaire qui l'arrache de l'interception. C'est fou raide. Diggs catch à une main en sautant, en pleine extension, avec une passe avec une grosse vélocité. S'il l'attrape pas, cette passe-là est interceptée, comme d'autres. Josh Allen, je ne sais pas s'il est blessé ou quelque chose, mais beaucoup de passes imprécises les 2 dernières semaines. Ouais, la semaine passée, j'en parlais que d'interceptions. c'était vraiment pas top. Cette semaine non plus, vraiment, Josh Allen, je le reconnais pas. Singletary, il y a 2 touchés dans ce match-là. Mais sur des cours. C'était des cours. Il y a juste 47 verges dans le match. Encore une fois, il n'est pas un facteur, contrairement à Cook, qui a été un facteur dans le match. Je m'acharne, je suis fatigué avec les Bills, mais. Acharne-toi. Mais c'est la seule raison pour laquelle je ne les vois pas au Super Bowl. Exactement. Le jeu au sol ne leur donne pas de chance de contrôler le temps de possession d'un match. Puis contre les bonnes équipes, si tu ne contrôles pas le temps de possession, tu as beau avoir Josh Allen, Stephen Diggs, Patrick Mahomes, là, juste 13 secondes. Exactement. Ça a pris 13 secondes de te battre. Tu as besoin d'un temps de possession. Il faut quand même mentionner que c'était 27-10 pour les Bills à un certain moment donné. Oui. C'est quand même fou. Quelle fin de match quand même, là. On va se le dire. Là. Minnesota qui est arrêté à la ligne de 1. Fumble dans la zone des buts. Field goal, interception dans la zone de but. Quelle fin de match, là. Beaucoup de revirements, beaucoup de drames avec des jeux qui n'auraient pas dû être des jeux, comme l'attrapé de Gabe Davis, des catchs spectaculaires. Ça, c'est un match de l'année. C'est un match à revoir. J'ai écouté les highlights, c'est tellement bon que je l'ai réécouté au complet après avec 2 zones. Là. J'ai réécouté c'était fou. J'ai vu que c'est passé de quoi. J'ai voulu faire partie de l'histoire. J'ai avoir une opinion là-dessus. Le nombre de matchs que j'ai écoutés en rediffusion là, parce que je trouvais ça le fun à voir, c'est exceptionnel. Donc, vraiment un gros match. Les Chiefs l'emportent 27-17 contre les Jaguars. C'était quand même un match extrêmement serré. Puis les Jaguars, ils ont resté dans le coup, mais les Chiefs, ils ont juste trop d'armes. Trop fort. Puis Clyde Edwards-Helaire complètement tassé du projet. On voit que c'est vraiment... C'est Pacheco qui a pris la place et McKinnon en deuxième rotation. Ça se passe pas bien pour eux. Les Dolphins éclatent les Browns 39-17, une rince. Les Dolphins, si vous ne les considérez pas comme dans le top 4 de la AFC, je ne sais pas qu'est-ce que vous faites. Même top 4 de la NFL tout court là, en ce moment. Dans la NFL tout court, les Dolphins sont dans un monde à part. Quand tout est en santé, c'est exceptionnel ce qu'ils nous proposent. Jeff Wilson, des meilleures statistiques que Mustard, mais les deux se complètent extrêmement bien. Donc, ils ont un bon comité, autant par la passe en wide receivers, les tight ends, que par la course. C'est incroyable. Waddle puis Hill, ils ont Gesicki et je me souviens plus c'est quoi le nom de l'autre tight end. Moi non plus, j'ai un blanc. Mais ils sont 2. Puis Wilson, puis c'est fou. Puis Mustard comme running back. Mike McDaniels, exceptionnel comme coach. Ils ont une défensive. C'est pas une défensive élite de la NFL, mais c'est une défensive qui fait la job. Laisse Bradley Chubb s'adapter un peu. Là, la nouvelle acquisition de Denver qui vient d'arriver. Laisse-lui un peu de temps puis ça va faire de l'effort. Les Giants l'emportent 24-16 contre les Texans. Les Texans, encore une fois, beaucoup de fierté. Puis les Giants, ça n'a pas été un match facile pour eux. Les Giants, l'entraîneur en chef depuis le début de l'année, c'est un gars très jovial, très heureux de la vie. Très fâché. Il a été très fâché puis il a donné beaucoup de merde à sa ligne offensive dans ce match-là. Ouais. Je sentais que ce match-là voulait dire plus que ce qu'on aurait pu penser aux yeux de ce coach-là. Je pense qu'il a trouvé que l'effort était peut-être pas assez là. Ils ont regardé de haut les Texans. Moi, j'ai l'impression qu'il y a des choses qu'on ne sait pas. Peut-être que toute la semaine, le coach a dit « Prenez-les au sérieux, prenez-les au sérieux. » Le gars dit « Ouais, c'est juste les Texans. » Fait que je pense que le coach, il a essayé de passer des messages dans ce match-là. Puis tant mieux, parce que s'il est fâché tout le temps, ça marche pas. Mais s'il est fâché une fois, ça va marcher. C'est ça. Le message va passer. Je t'en parlais, la semaine dernière, les Texans jouaient avec beaucoup de fierté. Ils ont talonné les Eagles. C'est 14-14 à un moment. Là, il arrive contre les Giants. Puis ce match-là a été serré. Se joue à, grosso modo, une possession avec un touché puis un placement d'un côté de 2 points. Donc, c'est un match qui est quand même serré. Les Giants auraient pu se faire surprendre. Mais les Giants l'emportent. Puis ils ont une fiche à 7-2. Donc, chapeau à eux. Mais les Texans, 1-7-1. Et il ne faut pas les prendre à la légère. Non. Les Titans l'emportent une extrémiste contre les Broncos. J'ai pas vu le match, j'ai vu les highlights. Il y a un moment où les Titans perdaient 10-7, mais les Titans, c'est les Titans. Puis les Broncos, c'est les Broncos. Ouais. Les Titans ont trouvé chapeau à la défensive des Broncos qui n'a pas donné grand-chose à Derrick Henry. Tannehill, vraiment, on voit la différence contrairement à Willis. Ouais. Où est-ce que là, il a fait des longues passes, des gros jeux explosifs. Puis ça a été la différence dans ce match-là. Chose que Russell Wilson a de la misère à faire, des gros jeux explosifs. Ouais. Par la passe. Là, dans le fond, les Colts l'emportent contre les Raiders 25-20. Malgré tout, Josh McDaniels a le vote de confiance de son GM. Donc, il va se mettre en poste toute la saison. Arrêtez de dire qu'il va perdre sa job. Marc, nous devons arrêter de dire qu'il va perdre sa job. Il a eu le vote de confiance malgré la défaite.
Donc, chapeau aux Colts qui démontrent de la fierté à 4-5 et 1. La nulle contre les Texans pourrait faire s'il y avait quelques victoires, il pourrait avoir la dernière place en wildcard s'il enchaîne plusieurs victoires. C'est pas fait encore. Moi, je veux quand même mentionner le changement de paradigme à l'attaque des Colts. On parlait du nouvel entraîneur, le Saturday, qui est là. Décision la journée même, Matt Ryan, tu vas starter. Exactement. Matt Ryan start 21-28, 222 verges, un touché. Par la passe et un autre par la course. Oui, il y a un autre touché par la course aussi. Jonathan Taylor aussi, 22 courses, 147 verges, un touché. C'est sa deuxième game de 100 verges de la saison. L'année passée, je pense qu'il y avait des 100 verges à toutes les semaines. Fait que, tu sais, clairement, il a changé certaines choses. Il a amené un certain dynamisme. Un vent de fraîcheur. Puis, à la fin, tu vois tous les assistants coach là, avec Jeff Saturday, c'était sincère, c'était beau, c'était émotif, ça valait pour beaucoup, puis pas juste pour Saturday, pour tout le monde là-dedans. Puis c'était vraiment une victoire émotive des Colts. Ils sont vraiment contents. Tout le monde travaillait fort. Puis tu vois qu'avec Matt Ryan, la ligne à l'attaque était plus motivée à bloquer pour Jonathan Taylor. Puis tu vois que tout a cliqué un peu plus. La sauce a pogné. Puis pour les Raiders, Derek Carr pleure à la fin de l'entrevue. Puis il a lancé une flèche à ses membres de l'équipe pour dire il y en a qui font d'énormes sacrifices juste pour passer la journée puis être capable de venir s'entraîner puis d'aller se coucher puis essayer d'être en santé parce qu'il y en a qui le corps écope, mais il dit que c'est pas tout le monde qui met autant d'efforts. Fait on sait pas si c'est les coachs ou si c'est les joueurs, mais dans ce locker room-là, il y a quelque chose qui va pas bien. Pas rond. Mais pour vrai, la défensive de Las Vegas, là, je l'ai écrit ici, là, la def de Las Vegas est incapable de faire un plaqué. Là. C'est incroyable la quantité de fois qu'il y a eu des plaqués brisés. C'était pas sérieux. C'était pas sérieux là, de la part de la défense. Puis c'était pas des gros jeux offensifs que tu dis « Wow, c'est malade, là, il vient de briser un plaqué fou ». C'est juste la défensive de Las Vegas qui a des mauvais angles de course, de poursuite. C'est la défensive de Las Vegas. Exact. On parlait d'une défensive élite, mais on n'en voit pas ça. Aucunement. Les Cards l'emportent 27-17 contre les Rams, qui ont perdu Cooper Kupp, qui ont perdu beaucoup d'estime personnelle de leurs partisans. Stafford a été remplacé par Walford. En fait, c'était un duel de corps réservistes. Ouais. C'est un duel de corps réservistes mais pour vrai, McCoy a connu un très bon match pour Arizona. Vétéran de plusieurs saisons. Oui, exact. 12 ou 13. Kupp a été blessé. Les Rams ont 6 joueurs avec une course. Ils se cherchent vraiment. Les Rams se cherchent. Il y a les Cardinals, le jeu au sol a vraiment bien produit. Les Rams se cherchent. C'est plate parce que c'est deux équipes qu'on voyait en début de saison. C'est deux équipes qui ne feront pas les séries. C'est ça. C'est deux équipes qui se cherchent. Mais c'est deux équipes qui, traditionnellement, ont des belles fiches de saison puis qu'on voit en série éliminatoire. Tant mieux si on voit d'autres équipes éclore je suis d'accord. J'aime ça du renouveau. Mais c'est le fun de la stabilité parce que les analystes, c'est facile de dire que l'équipe va gagner quand ça fait longtemps qu'ils dominent. Mais c'est le fun d'un vent de fraîcheur et des renouveaux. Ça donne espoir aux équipes que même si tu prends pour ton équipe qui va pas bien pendant plusieurs saisons, pourrait aspirer aux séries éliminatoires puis aller gagner. Donc, moi, je suis bien content que ces équipes-là peut-être fassent pas les séries. Ça laisse la place à d'autres. Puis c'est le fun pour nous. Ça crée la surprise parce qu'on ne sait pas à quoi s'attendre. Donc, on a moins d'attentes. Puis tant mieux pour nous autres. Les 49ers qui gagnent contre les Chargers 22-16. Austin Eckler, 6 courses. Pardon? 6 courses! Qu'est-ce qui se passe là? J'espère que il n'était même pas blessé. Hey là là. Qu'est-ce qui se passe là? J'ai rien compris. Puis c'est pas comme s'il y avait 6 courses, 2 verges. Là. 6 courses, 24 verges. C'est une moyenne de 4 verges par course. Allô, le play caller des Chargers, pourquoi tu as abandonné le jeu par la course comme ça? J'ai rien compris. Ma surprise de ce match-là, Christian McCaffrey, 14 courses, puis Elijah Mitchell, 18 courses. Elijah Mitchell qui revenait de blessure, ce gars-là, c'est un éternel blessé. C'est un gars qui a énormément de potentiel, énormément de talent, mais c'est un éternel blessé depuis qu'il est arrivé dans la NFL. Mais je suis quand même étonné que malgré l'échange de Christian McCaffrey, Elijah Mitchell a eu plus de courses. Puis 18 courses, 89 verges quand même. Là. Tandis que McCaffrey, 14 courses, 38 verges. Tant mieux parce que tu peux pas mettre trop de pression ou trop un gros load sur McCaffrey. McCaffrey aussi est très blessé. Tu en as deux qui sont
extrêmement dominants quand ils sont en santé. Tant mieux, c'est McCaffrey, parce que McCaffrey est aussi bon par la passe aussi. Ouais. Pas juste par la course pure. Donc, souvent, McCaffrey, il va dans le fond, si l'équipe est un peu plus trop à gauche ou à droite, lui, il va être dans le sens contraire, plus ouvert. Puis, il va être dans le backfield comme passe-piège pour dire si je suis ton dépanneur, s'il se passe quoi que ce soit. Souvent, il n'a pas eu besoin de son dépanneur ce match-ci, mais il peut être de dépanneur aussi par la passe. Donc, il ne faut pas négliger qu'il y a aussi McCaffrey a reçu 4 passes sur 6 targets, 39 verges. Ouais. McCaffrey aussi plus impliqué par la passe. Puis, c'est le deuxième joueur avec le plus de targets. Parce que sinon, le seul qui en a le plus, c'est Ayuk avec 7 targets. Exact. Puis, tu sais, on s'en parlait dans le podcast la semaine passée. San Francisco avec McCaffrey et Debo et Ayuk, ils ont un playbook incroyable. Tu as tellement d'options. Tu as Debo qui peut venir dans le backfield pour prendre des courses. McCaffrey, comme tu dis, qui peut aller attraper des ballons. Puis, les Chargers, c'est une bonne équipe avec grosse victoire de San grosse Francisco. Victoire. Et la statistique qui veut rien dire, on est bon là-dedans. Garoppolo. Parle de toi. Là. Garoppolo. Non, je sais ce que tu veux dire. C'est drôle, mais je veux pas que ça confirme rien, mais vas-y avec ta stat. Garoppolo est 10 victoires, 2 défaites lorsqu'il n'a aucune passe de toucher dans un match. Hey, mais avec un jeu au sol de même, t'en as pas besoin. T'en as pas besoin. T'en as pas besoin? Non. T'en as pas besoin avec un jeu au sol de même. Non. Puis il y a même aussi, il y a quelques années, quand ils étaient en série éliminatoire, quand ils sont rendus au Super Bowl, en demi-finale contre les Packers, dans le fond, c'est même, c'était Kittle qui crie « They can't stop us! Let's run! » Il a dit des sacs là-dedans. Ouais. Mais dans le fond, comme lui, il était content de bloquer parce qu'ils ont couru sur genre 250 verges les Packers. Ils ont pilé ses Packers. Fait que c'est une des victoires où il n'a même pas lancé de passe de toucher. Non, c'est ça. Parce qu'il n'a même pas eu à passer. Non. Je pense qu'il a passé genre 10 fois dans le match. Là, fait que tant mieux à eux. Là, nouveau segment. OK, sensation forte. Jingle! Nouveau segment. Yeah. Je vous promets que c'est la première et la dernière fois que Marc chante ce jingle-là. Dans le fond, je vais parler des séries éliminatoires. On est à la semaine 10. Donc, plus que la moitié, dans le fond, de la saison est passée. J'aimerais qu'on parle juste de quelque chose d'exceptionnel en ce moment. On s'en parlait que c'était une possibilité, mais juste pour te dire, je ne veux même pas tirer à ton cellulaire. Okay. Je veux que tu m'écoutes attentivement. Je t'écoute. Dans l'ordre, les meneurs de division de la AFC, les Chiefs à 7-2, Miami à 7-3, Titans à 6-3, Ravens à 6-3. Les 3 équipes présentement dans les wildcards, Jets, Bills, Patriots. Donc, à date, les 3 équipes de wildcard viennent de la même division. Les 4 équipes de la division en ce moment après les séries. Ça, c'est fou, ça. Et qui talonnent, qui sont très proches à 5-4 aussi. Donc, même fiche que New England, mais New England qui a une meilleure fiche dans la division. Dans la division, je veux dire, dans la conférence, merci. Qui talonnent extrêmement les Chargers à 5-4, les Bengals à 5-4 et sinon les Colts à 4-5-1, qui est la 3e équipe en vue là, qui veut sniffer une place dans la course. Donc, c'est vraiment exceptionnel. Donc, moi, c'est sûr que ça va changer, mais des équipes qui ne font pas les séries en ce moment, comme les Chargers, Bengals, Colts, en qui tu as le plus confiance pour tasser une des équipes de la AFC East? Ben, en fait, AFC East, ce qui va arriver, c'est que là, il va y avoir beaucoup de matchs intra-division d'ici la fin de l'année. Fait que c'est sûr que ça va se manger l'un l'autre. Ouais. Fait que ça serait vraiment étonnant que ça reste que les 4 équipes fassent... Possible, mais très C'est possible, mais ça serait vraiment étonnant. Mathématiquement, c'est pas tant possible. Non. Moi, je pense que dans les équipes que tu viens de dire, le Chargers, Bengals Colts. et Colts, moi, je pense que l'équipe en qui j'ai le plus confiance, c'est les Bengals. Moi, je pense que les Bengals, ils ont eu leur bye la semaine passée. Avant ça faisait 2-3 semaines de suite là, que ça allait vraiment mieux. Ça commence à débloquer. Moi, je pense que je serais étonné que les Bengals ne fassent pas les séries. OK. Même si ton pronostic à 0-2. Oui. Il va y avoir 2 équipes qui vont Tennessee aussi. Tennessee ne sera pas enlevé de... Tennessee ne seront pas tassés de là non plus. Ils vont terminer premier de leur division. Ouais, exact. On ne sait pas dans le top 4 des divisions. Ils vont finir où, mais ils vont gagner leur division. Ils vont gagner leur division. Je te mets dans la NFC maintenant. On a quelque chose de presque similaire, mais un petit... C'est 3 équipes de la même division, tu me vois venir. Les meneurs de leur division dans l'ordre, les Eagles à 8-1, Vikings à 8-1, Seahawks 6-4, Tampa Bay 5-5. Ensuite, les Wild Cards, on a les Giants à 7-2, Dallas, les Cowboys à 6-3, 49ers San Francisco à 5-4. Dans la course, les 2 premières équipes, Washington et Green Bay. Oh yes, let's go. Green Bay qui sont à 4-6, Commanders à 5-5, mais les 49ers sont à 5-4. Donc, même s'ils perdent un match,
5-5, même si les Packers gagnent un match, exact. 5-6. Parce que les Packers n'ont pas eu leur bail. Les Packers sont à 2 matchs, dans le fond. Ils sont à 2 matchs de retard. Mais comme je dis, pour moi, juste parler des Packers rapidement, je ne m'attends pas à ce que les Packers fassent les séries. Ils ont une cédule vraiment difficile d'ici la fin de l'année. Mais d'abord, la question que je te pose, c'est que tu en as déjà parlé des Packers. Oui. Est-ce que tu penses que Washington a ce qu'il faut pour tasser une des 3 équipes en haut d'elle? Tu m'as dit que c'était qui en haut? San Francisco? Non, c'est sûr que San Francisco va être là. Dallas, Giants. Peut-être. Quoi que les Giants sont 7-2. Non, je pense pas. 7-2, Cowboys 6-3. Moi, je pense que ça va. Moi, je pense Ils que vont dans se la parler NFC... parce que dans la division, c'est la même, c'est leur division à eux. Exact. Donc, il faut qu'ils gagnent des matchs de division pour avoir une chance. Mais je pense pas. Moi, je pense que dans la conférence NFC, je pense que c'est pas mal. Ça veut dire que c'est les pas mal 7 réglé. équipes, après 10 semaines, seraient C'est les pas mêmes. mal. Moi, je serais étonné qu'il y ait un champ. À cause des... Moi, je pense que l'équipe la plus faible dans ces équipes-là, ben, c'est peut-être Tampa Bay, là, mais bon, avec la division qu'ils ont, ils vont souvent gagner leur division. Ils vont gagner leur division. Ouais. Mais à part ça, je pense que l'équipe la plus faible, c'est les Giants. Mais à cause de leur début de saison qui a eu une cédule excessivement facile, tu sais, j'en parlais la semaine passée quand je nommais les adversaires qui ont battu. Ils sont 7-2. Je pense pas, ni les Commanders, ni les Packers remonteront pas la pente pour rattraper une équipe à 7-2. Là, mais en ce moment, mon top 4 de la NFC a un peu changé, mais je devrais dire que je dois mettre les Eagles là-dedans, les Vikings, les Seahawks, puis les 49ers. Je ne considère pas les Giants puis comme les Cowboys comme des équipes qui peuvent se rendre loin en série. Ben moi, pour moi, on parle des fois de défaites qui exposent. Ouais. Pour moi, la défaite de Dallas contre Green Bay expose Dallas. Ouais, là, dans le sens puis que moi, ça pour m'a fait perdre une énorme confiance. Moi j'ai beau être un partisan de Green Bay, c'est pas un match que Dallas pouvait échapper. Là. Non, il fallait vraiment pas. C'est vraiment pas une équipe qui va bien, les Packers, en ce moment. Cette défaite-là va être plus coûteuse qu'on pense. Exactement. Parce que les équipes ont vu un petit peu moi, je suis faiblesses. N'importe quelle équipe qui affronte Dallas à partir de maintenant, je le sais qu'il faut que je cours avec le ballon. Je cours. Puis j'attaque avec des longs ballons après ça. Parce que si tu cours, la défensive, les chasseurs de corps ne peuvent pas se rendre au corps. C'est ça. Fait, dans le fond, ils ont moins d'opportunités de créer des revirements, de créer des fumbles, de forcer un jeu d'une passe forcée qui va créer une interception ou un revirement. Donc, pour le vrai, tu cours. Puis il y a beaucoup d'équipes qui ont des bons running backs puis ont une bonne défensive. Ils peuvent soutenir ce rythme-là. Ouais. Puis les Cowboys, ben, c'est sûr qu'ils ont eu des matchs peut-être un peu plus favorables, un début de calendrier plus accessible, mais... Puis je suis fatiguant avec ça, je frappe le marteau. Tu veux pas t'acharner, mais CD Lamb... Non, je veux même pas parler de CD Lamb, mais Mike McCarthy, je ne suis pas un fan de ce coach-là. Moi non plus. C'est ça. Je pense que dans des situations critiques, c'est ça. Je pense que c'est un coach de l'ancienne génération. Je ne pense pas qu'il est nécessairement la meilleure personne pour diriger ce groupe-là. N'en parlons pas plus. Merci. Parlons des matchs à venir maintenant. Oui, yes. Parce que le portrait des séries, quand même, la raison pour laquelle on en a parlé, là, juste pour faire un petit... je sais que là, j'ai dit on parle des matchs à venir, mais c'est que on va parler de meaningful football. Parce qu'il y a des équipes qui se battent pour leur contrat, mais que pour le classement, veut rien dire. Ouais. Ou c'est pour le draft. C'est pas pour les joueurs actuels qui jouent, mais c'est pour comme les joueurs de l'édition de l'an prochain. Fait que c'est du football qui est un peu moins important pour les partisans ou qui est un peu moins important, dans le fond, pour des fois les matchs de grande écoute. Mais c'est des matchs qui peuvent être divertissants, mais qui veulent rien dire au grand schéma de la saison qui va se rendre en série. Comme Détroit-Chicago, qui était mon devoir de match. Puis, ça ne veut absolument rien dire, mais c'est un match qui était divertissant et que c'était le fun à regarder. Mais c'est sûr que moi, ce qui m'allume, ce qui m'intéresse, c'est les matchs qui sont importants. Les matchs qui veulent dire quelque chose, qui peut changer qui reçoit ou qui visite en série éliminatoire. Ouais. Fait que c'est ça que on va garder cet œil-là pour les matchs à venir aussi. Fait que c'est sûr que pour la fin de la saison, on regarde des devoirs de match de peut-être 2 équipes, la même équipe de suite. Des fois moi, des fois toi. Ça se peut qu'on va cibler plus les mêmes équipes, puis que vers la fin, on va dire « Ah, ben l'équipe qui est... » Exact. On ne se donnera plus justement des Détroit-Chicago d'ici la fin de l'année parce que c'est ça. On veut scouter des équipes qui vont être en série ou qui vont se battre pour être en série. Puis aussi pour voir, est-ce que c'est réaliste? Est-ce que même s'ils se une place en série, est-ce que tu les vois progresser puis gagner des matchs contre d'autres top équipes? Ouais. Donc, sachez-le un peu là, en nous écoutant. Là, voilà. Donc, c'est ça étant dit, tu en as parlé un peu, mais jeudi, le match Prime Time, Titan Packers, enfin un bon match pour Prime Video. Oui, enfin un bon match du jeudi soir. Et... j'en ai parlé un petit peu tantôt. Es-tu optimiste pour les Packers? Je peux pas dire que je suis optimiste. Moi, j'ai hâte de voir ce match-là. Est-ce que les Packers sont capables de poursuivre sur cette lancée-là un petit peu de dimanche dernier contre les Cowboys? Parce qu'il y en a même pas moins que
sais, même si je pense que les Cowboys ont beaucoup plus perdu le match que les Packers l'ont gagné, il en demeure pas moins que les Packers vont être allés chercher du momentum de ce match-là. Tu regardes les 2 derniers matchs de Tennessee qui n'ont pas nécessairement été des victoires convaincantes non plus. Fait que moi, si tu te mets dans la peau des Packers, tu dis « Hey, on a une chance de gagner ce match-là », mais si Derrick Henry est dans son match, je vous annonce qu'il n'y aura pas de match trop là parce que Derrick Henry va piétiner la défensive des Packers. Mais moi, je pense que c'est un match à regarder. Regardez ce match-là. Et Steph Arm. Oui, et Steph Arm. Oui, c'est ça. C'est célèbre pour juste, je te mets mon bras au visage puis je te mets au sol. Exact. Puis, tu sais, les Packers gagnent ce match-là, tombent à 5-6. Il y a des possibilités de se battre pour une place en séries éliminatoires. Fait que, tu sais, ça va prendre une série de victoires. Oui, clairement. Une série de défaites. Oui, clairement, c'est sûr. Mais la NFC est peut-être plus ouverte en termes de matchs victoires. Oui, exact, c'est ça. Comme on disait, probablement que ça se peut que ça prenne juste 9 victoires dans la NFC pour passer. Ouais. Fait que, mais c'est ça, moi je pense que c'est un match qui vaut la peine d'être regardé. Parfait, merci. Pour les matchs de 13h, là dans le fond du dimanche, on a Bears-Falcons, on a Panthers-Ravens, on a aussi Browns-Bills, Commanders-Texans, Eagles-Colts, Jets-Patriots, Rams-Saints, Lions-Giants. Beaucoup de matchs. Beaucoup de matchs, mais on n'est pas tant gâtés que ça, je trouve, dans les confrontations. Mais dans les matchs importants, c'est pour les Bills parce qu'ils ont eu une série de 2 défaites. Et là, il faut qu'ils retrouvent la victoire pour garder le classement. Donc, pour moi, s'il y a un match important là-dedans, c'est vraiment le match Bills-Browns. Puis aussi Eagles-Colts. Eagles qui viennent d'avoir leur première défaite. Ben pour moi, le gros match de cette fenêtre-là, c'est Jets-Patriots. Le gros match de la fenêtre de dimanche à 1h. C'est pas un match qui m'allume. C'est pas un match que je vais trouver divertissant. Ça ne sera pas divertissant, en termes d'importance pour le classement, je suis d'accord avec toi. C'est le match qui a le plus d'impact sur le classement. Mais Eagles-Colts, parce que Eagles, ils ont une première défaite. Je veux voir comment ils vont réagir à cette défaite. Les Colts vont avoir une victoire. Comment ils vont réagir? Les deux ont une bonne défensive. Les deux ont un bon jeu au sol. Des corps arrière qui peuvent faire des passes, mais qui ne sont pas un high volume. Jalen Hurts, il n'est pas bon quand il passe plus que 30 passes. On en parlait, c'est pas un chiffre que tu veux atteindre avec lui. Même chose pour Matt Ryan. Matt Ryan, il est capable, mais quand il passe beaucoup et il y a beaucoup de verges, l'équipe ne gagne pas. Donc, il faut qu'il soit plus méthodique. Donc, moi, c'est un match qui va être divertissant. Moi, c'est dans mes top matchs. Là. À 1h, il n'y a pas 1000 matchs qui vont être intéressants. Là, on va se le dire. Là. Ton split screen, c'est 2 matchs, pas 4. Oui, peut-être 3. Je vais probablement garder les Bills du coin de l'œil aussi parce que, comme tu dis, les 2 dernières semaines, je trouve que ça a été décevant, les Bills. Mais sinon, Atlanta-Chicago, c'est pas nécessairement un match qui m'intéresse. Baltimore-Caroline, je m'attends que Baltimore gagne quand même facilement. Washington-Houston, je m'attends que Washington gagne ce match-là puis se garde dans la course aux séries éliminatoires. Rams-Nouvelle-Orléans, c'est pas un match qui m'intéresse. Puis Detroit-Giants, normalement, quoique ça peut être un match intéressant, ça, Detroit-Giants. Je serais pas étonné que Detroit cause la surprise puis gagne contre les Giants. C'est mon hot take de la semaine, ça. C'est mon hot take de la semaine, ça. Plus tu penses, plus tu aimes ça. Plus je pense, plus j'aime ça, cette game-là. Detroit contre les Giants, c'est mon hot take de la semaine. OK, ton hot take. Je t'amène vers les matchs de 4h05, 4h25 selon. Il y a les Bengals et les Steelers qui s'affrontent dans un match de division. Donc, j'ai hâte de voir les Bengals suite à leur bye, qu'est-ce qu'ils vont faire. Puis les Steelers avec TJ Watt contre les Bengals, est-ce que tu vas recréer la surprise de la semaine 1 puis faire un doublé ou si les matchs vont être partagés 1 et 1? Je pense que les Bengals veulent gagner ça pour avoir une chance dans le fond, de rattraper les Ravens au sommet de la division. Puis les Bengals, je pense que la place en série passe plus par le top de la division que par les wildcards. Pas nécessairement, parce que comme je t'ai dit... Je passe plus, pas c'est l'idéal. Seulement. On s'entend que c'est l'idéal, mais pas nécessairement parce que, tu sais, comme on se disait, la AFC Est va se manger. Tu sais, déjà, là, les Jets, les Patriots, ils s'affrontent. Fait qu'il y en a un des deux... Il y en a un des deux qui a une défaite là, en fin de semaine, automatiquement. Fait que, tu sais... OK. Autre match de division à 4h05, celui-là. Raiders-Broncos. Regardez pas ça, mais checkez les highlights à la fin. Davante Adams va peut-être avoir des bons catchs. Mais sinon, pour de vrai, après ce que les Raiders nous ont fait, après Derek Carr, puis après ce que les Broncos me montent depuis le début de la saison, moi, c'est sérieusement, je suis même pas sûr que ça va être un match divertissant. Il aurait dû garder Drew Lock rendu là, parce que avec Drew Lock, l'an passé, il y avait une moyenne de 20 points par match.
Puis avec les Broncos, je pense qu'ils ont une moyenne de 14 points par match. Cette année, non, en tout cas. Pas bien. Moi, c'est un match que je vais regarder le score puis c'est tout, honnêtement. Là. Ça ne m'intéresse pas du tout. Là, ça nous amène à un match vraiment important. Oui, très important. Ça, c'est le match de la fenêtre de 85 que je veux voir. Cowboys-Vikings. Cowboys-Vikings. Les Vikings qui vont devoir gérer leurs émotions. Ils viennent de gagner peut-être le match de l'année dans la NFL. Est-ce que tu es capable de garder le même niveau? Tu sais, souvent, suite à une grosse victoire comme ça, les émotions descendent. Mais des fois, c'est une bonne chose. Tu deviens plus stratégique, plus méthodique. Ça se peut aussi. Tu es efficace. Ça se peut aussi. Dallas qui revient d'un match décevant face aux Packers, est-ce qu'ils sont capables de bounce back? Parce que là, tu peux passer d'une équipe à 6-2, t'en perds 2 de suite, tu tombes à 6-4, ça change complètement l'optique de ta saison. Fait que c'est un match qui est mauditement plus important pour Dallas que pour Minnesota. Mais Minnesota, tu te bats pour le top seed de la NFC. Tu veux ce bye week-là si t'es Minnesota. Oh oui, fait une différence. Tu veux finir premier, tu vas avoir le bye week, tu vas avoir les matchs à domicile. Fait que c'est un match ça va être un bon match. Là. J'ai hâte de voir ce match-là. Match prime time le dimanche soir, les Chiefs contre les Chargers. Un match de division, puis 2 équipes, dans le fond, les Chiefs au sommet de la AFC, les Chargers qui sont sur le bord des séries éliminatoires. Donc, un match vraiment important. Match important. Comme on dit, Chargers beaucoup affectés par les blessures. Je ne sais pas à quel point. Ils ont gagné cette semaine. Non, ils ont perdu contre les 49ers. Ils ont perdu contre les 49ers. J'ai de la difficulté à voir comment les Chargers vont réussir à gagner ce match-là. Je pense quand même que ça va être un bon match. Je pense que ça va être compétitif. J'espère qu'ils vont avoir compris que si tu n'impliques pas Eckler dans un match, tu ne gagneras pas. Mais j'ai quand même de la difficulté à voir les Chiefs perdre ce match-là. OK, parfait. Merci. Et l'autre match de prime time, lundi, 49ers, Cardinals, match de division. Une équipe à 5-4 qui sont les 49ers, puis les Cardinals qui sont à 4-6. J'ai tellement de difficultés à saisir Arizona que je ne sais pas trop quoi penser. Pour moi, San Francisco, c'est une des bonnes équipes de la NFC, surtout avec toutes les acquisitions. Mais Arizona, tu en as parlé la semaine passée, tu as une défensive qui est excellente. Si l'attaque peut se mettre à cliquer, peut-être qu'Arizona pourrait causer la surprise. C'est pas mon hot take, là, mais dans le sens que c'est une possibilité. Les matchs de division, c'est ça. Il ne faut pas se fier à la logique ou à la fiche. Tout peut arriver. Ils se connaissent, ils s'affrontent souvent, ils se voient 2 fois par année, des fois une 3e fois en série, des fois. Donc, il faut vraiment pas prendre ça à la légère comme match si je suis les 49ers. C'est un match à regarder. Moi, je pense que ça va être un match serré jusqu'à la fin. Ouais. C'est un bon match de football à regarder. Après avoir dit tous les matchs, moi, si j'avais vraiment un match à écouter pour la fin de semaine, ce serait vraiment les Cowboys contre les Vikings. Et ça va être tour d'avoir de match, Marc. Oh, yes! Parce que t'aimes trop CD Lamb. Pendant que tu réfléchis 2 fois de suite Dallas. Là, moi, j'hésite. Non, mais attends, 2 fois de suite Dallas parce que je veux te voir Dallas. Oui. C'était pas ton devoir de match. Non, c'était pas mon devoir de match, c'est ça. À cause des Packers, c'est ça. 2 fois de suite. Mais je suis content de les voir. C'est un match extrêmement important pour les 2 équipes. Moi, j'hésite vraiment beaucoup entre 2 en ce moment. J'ai décidé. C'est qui? Je pensais te donner Tennessee Green Bay. Oh. Mais je ne te donnerai pas Tennessee Green Bay finalement. Dommage. Je vais te donner, je le sais là que ça va faire 2 fois, mais je vais te donner Colts Eagles. OK. Je veux que tu me parles des Colts, je veux que tu me parles de la renaissance de cette équipe-là avec leur nouvel entraîneur. Comment tu vois l'attaque remodelée, qui ont eu une bonne semaine la semaine passée. Les Eagles qui ont peut-être eu un match décevant. Comment ils vont réagir suite à ça? Est-ce qu'ils vont s'effondrer? Parce qu'on en parlait dans les podcasts la semaine passée, dans les dernières semaines. Ouais. On avait évoqué que des fois, une défaite, après ça, une équipe s'effondre, ou c'est une défaite qui fait du bien, l'entraîneur peut recadrer certaines choses. Ça, c'est le cliché. C'est que les clichés, ils disent une équipe invaincue, ça ajoute beaucoup trop de presse, beaucoup trop de pression. Tu sais pas si tu reposes tes starters à la fin. Puis là, dans le fond, au moins, ils disent là, c'est mis de côté, on peut réagir. Ouais. Mais c'est pas mis de côté. Tu as perdu un match, ça peut être frustrant. Comment les jeunes joueurs vont réagir, comment l'entraîneur-chef va garder le cap, son changement de discours dans le vestiaire, est-ce qu'il s'en fait pas ou est-ce qu'il devient un peu plus sérieux? Tout ça reste à voir. Puis des fois, quand tu as une défaite, mais là, on a vu, OK, si tu contrôles le temps de jeu souvent, tu as un bon jeu au sol, tu as une défensive qui peut créer des revirements. Parce que Stéphane Gilmore, dernière semaine, il a fait des excellents jeux. Là. Ouais. Pour vrai, il a fait des excellents jeux là, pour sceller le match. Contre les Raiders, là, contre Davante Adams, une passe défendue dans la zone de but. Là, tu vois qu'ils ont du jus, les Colts. Là. Ils ont une bonne défensive, ils ont un bon jeu au sol, ils ont les mêmes éléments que Washington, ou sinon peut-être meilleurs
pour venir créer la surprise. Exact. Fait que c'est ton devoir de match. Merci bien, je suis content, j'ai hâte de voir ça. Cool. Puis j'ai hâte de t'en parler. Hey, là-dessus, je souhaite une super bonne semaine de football. Profitez-en, puis soyez surpris parce qu'il y a plein de matchs hauts en couleur. Yes, de bons matchs, oui. Avec des calls, des non-calls, des revirements, des catchs spectaculaires. On arrive dans le moment où est-ce que les équipes se battent puis ça paraît. Donc, je souhaite une super belle fin de semaine de football. Yes, bonne semaine, puis on se revoit la semaine prochaine. Ciao, coach. Ciao.